Ce devoir sera d'être de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unie dans la foi du Seigneur, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité. Bienvenue en ce 10 janvier 2025 sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, le lieu par excellence où nous cherchons à partager la connaissance sans chercher à vaincre qui que ce soit. Aujourd'hui, nous aurons 3 sujets. Le troisième sujet, comme je l'avais dit hier, c'est pour mettre fin aux rumeurs et aux mauvaises informations qui veulent faire croire que l'armée ivoirienne aurait loué des hélicoptères et que l'armée ivoirienne n'a pas les moyens de se payer des avions. La deuxième information, ça sera la vidéo du président Alassane Ouattara devant le corps diplomatique, lesquels propos ont été tenus hier 9 janvier 2025 lorsque les diplomates sont venus lui souhaiter les vœux de nouvel an. Et le premier sujet va concerner les informations utiles sur le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage des musulmans en 2025, les informations qu'il faut savoir et qui sont utiles. Bien avant de tomber dans ces sujets, il est utile de rappeler que le site d'information en ligne kwasi.com a fait 2 sondages et rapidement, il est important de dire aux Ivoiriens les résultats de ces sondages-là pour les comparer à la réalité pour que les gens puissent comprendre où les choses vont. Et donc, le 31 décembre 2024, lorsque le président a annoncé dans son discours que les forces françaises qui étaient stationnées en Côte d'Ivoire vont quitter le pays, le même jour, le site Kwasi a lancé un sondage pour voir ce que les Ivoiriens en pensent. Ils se sont posé la question suivante. Alassane Ouattara annonce le retrait des troupes françaises en janvier 2025. Bonne nouvelle? Point d'interrogation. Est-ce que le fait de dire que l'armée française va quitter la Côte d'Ivoire en janvier 2025, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Et ceux qui ont répondu à ce sondage-là sont au nombre de 4819 personnes. Et sur les 4819 personnes, il y a 4%, c'est-à-dire 194 personnes qui disent qu'elles n'ont rien à donner comme avis. Il y a 26%, soit 1270 personnes, qui disent que ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais il y a 70% des personnes sondées qui a dit ceci: oui, le départ des troupes françaises de la Côte d'Ivoire est une bonne nouvelle, soit 3355 personnes. Et donc, c'est important souvent qu'on puisse juger l'opinion des gens à partir des événements. Et en tout cas, pour ceux, si on peut le dire, la majorité des Ivoiriens, le départ des troupes françaises est perçu comme une bonne nouvelle. Et en tout cas, encore à travers ce sondage-là, on peut le dire ici de façon vérifiée. Et le deuxième sondage, affaire déstabilisation du Niger, Abidjan a-t-il eu raison de répondre à Niamey? Le deuxième sondage s'est tenu le 30 décembre 2024, lorsque les putschistes du désert, dans leurs différentes folies, chaque matin se réveillent et s'inventent des ennemis imaginaires. Le même site Kwasi.com s'est posé la question: affaire de déstabilisation du Niger, où ils disent que chaque fois, si ce n'est pas Abidjan, c'est Paris ou même Washington ou même n'importe quel pays qui les attaque. Est-ce que pour une fois, l'état-major ivoirien, à travers le général Doumbia, lorsqu'ils ont réagi durement
et de façon ferme, est-ce que ça a été une bonne chose? Et donc, sur les 3210 personnes qui ont donné leur avis, il y a 110 qui disent qu'elles n'ont pas d'avis. Parce que le monde aussi, il faut savoir qu'il y en a de tout. Il y a des gens pour qui tout est au mieux. Et donc, eux n'ont jamais d'avis à donner sur quoi que ce soit. Eux représentaient 3% des 3210 personnes qui n'ont aucun avis. Et 32% des personnes disent que la Côte d'Ivoire n'a pas eu raison de répondre. Il y a 1018 personnes qui disent non, l'armée ivoirienne n'aurait pas dû répondre. Mais il y a 65% de ceux qui ont été sondés sur les 3210 personnes, 65%, pour être plus précis, 2082 personnes, elles disent que ça a été une très bonne chose que l'armée ivoirienne ait réagi pour une fois, pour se faire entendre et pour dire que ces histoires à dormir debout, on peut y mettre fin et il faut se montrer sérieux. Et ça aussi, c'était utile de dire que la sortie du chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Lansana Doumbia, aura été une très bonne réaction. Et vous avez vu que ça coupait court à tout débat pour mettre chacun à sa place et les choses avancent. Il y a aussi une petite note d'histoire qu'il faut rappeler à ceux qui veulent que nous tombions dans les sentiments que non, en fait, si on veut la paix, il faut penser, il ne faut pas agir comme les autres. Voyez-vous, même si Gbagbo n'est pas bon, on n'a qu'à le mettre sur la liste électorale pour que demain là, ça ne puisse pas nous rattraper. Hey, c'est vous qui voyez ce que vous dites. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas encore aux enchères. C'est-à-dire, on n'a pas encore décidé de brader notre dignité. Et donc, votre Laurent Gbagbo là, quels que soient les arguments que vous allez envoyer là, lui-même là, son passif, lui-même là, son passé là le rattrape. Et donc, il est important. Ce même Laurent Gbagbo aujourd'hui qui veut faire du traficage de la réalité, du braconnage en pleine journée des consciences populaires, il faut qu'on lui dise, les faits sont là. Dans les années 2000, c'est l'individu qui se promenait en Côte d'Ivoire pour dire à qui voulait l'entendre que tant que lui sera vivant, Alassane Ouattara ne sera jamais candidat en Côte d'Ivoire, à plus forte raison, dire même présidentiel. Et donc, quand on entend des gens aujourd'hui venir nous dire non, 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 il a fait l'article 48, il a fait l'article 1982, il a fait l'article je ne sais quoi, vos mensonges, vous pouvez les tenir en face de ceux qui ont un esprit qui est dans la distraction. Mais les faits historiques, là, on va les mettre à la face de tout le monde. Et donc, Laurent Gbagbo le disait à qui voulait l'entendre, que lui, il est un partisan, ferme, en quoi qu'il était dans l'opposition, c'était sa position qui était là. Et une fois qu'il va prendre le pouvoir, ne me dites pas qu'il aurait été suffisamment idiot pour accepter que celui qui l'empêchait d'être candidat, Alassane Ouattara qui l'empêchait d'être candidat en 2000, lui devenu président, il va subitement être idiot pour accepter que cet Alassane Ouattara soit candidat. Allez-y comprendre que ça ne tient pas. Et donc voici exactement ce que Laurent Gbagbo disait ici dans les années 2000 contre Alassane Ouattara. J'ai envoyé des gens leur expliquer avant le 6, avant la proclamation de la Cour suprême, que le bonhomme qu'il soutient ne sera jamais candidat à Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens ne le sentent pas suffisamment ivoirien pour être même candidat. Donc, il faut qu'il commette pas la terre. Il faut qu'on mette pas la terre. Je rejoue encore pour que les uns et les autres puissent écouter. J'ai envoyé des gens leur expliquer avant le 6, avant la proclamation de la Cour suprême, que le bonhomme qu'il soutient ne sera jamais candidat à Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens ne le sentent pas suffisamment ivoirien pour être même candidat. Donc, il faut qu'il commette pas la terre. Il faut commettre pas la terre. Et donc, il faut situer les choses dans leur contexte. De quoi il est question? C'est ça aussi qui est le plus important. Ce que Laurent Gbagbo dit, les gens vont essayer de trafiquer la réalité un jour pour dire, est-ce qu'il a dit le nom de Ouattara? Est-ce que, hey, on est encore vivant et tous les événements qui se sont passés là, on était présents.
On sait très bien de quoi il est question ici. En 2000, avant les élections, vous entendez Laurent Gbagbo dire « J'ai envoyé des gens leur dire, le bonhomme là, les Ivoiriens disent qu'il n'est pas suffisamment Ivoirien pour qu'il soit candidat. Donc là, allez leur dire de mettre balle à terre. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, en 2000, Tia Kone a été nommé président de la Cour constitutionnelle. Et lorsqu'il a s'agi de déposer les candidatures, selon Laurent Gbagbo, il fallait empêcher Alassane Ouattara d'être candidat. Et donc, il dit que lui et ses partisans qui se considèrent comme les vrais Ivoiriens ont décidé que Alassane Ouattara, le bonhomme, n'est pas suffisamment digne d'être Ivoirien. Et donc là, il n'a qu'à oublier toute idée même d'être candidat. Et que lui, Laurent Gbagbo, s'est chargé, il a pris la responsabilité d'envoyer des gens, en tant qu'opposant, il a envoyé des gens pour aller dire à Tia Kone, le président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, de tout mettre en œuvre pour empêcher la candidature d'Alassane Ouattara. Et donc, ils n'ont qu'à mettre balle à terre. Alassane Ouattara ne sera jamais candidat tant que lui, Laurent Gbagbo, est là, avec ses soi-disant vrais Ivoiriens. Ça, c'était utile de le rappeler aux uns aux autres pour vous dire que votre escroquerie par les sentiments ne va pas prospérer et nous allons vous traiter sans état d'âme parce que la Côte d'Ivoire doit être capable de respecter sa propre histoire en disant les choses. Maintenant, telles que les choses ont été dites, s'il y a des partisans de Laurent Gbagbo ou bien des Ivoiriens qui ont une autre version des faits, qui peuvent venir contester ce que je viens de dire, qu'ils se présentent et qu'ils viennent donner les arguments. Et on va voir devant tout le monde sans faux fuyant qui est en train de dire les choses dans leur vérité, sans état d'âme et sans traficage et sans mensonge. Ou bien, il ne sert à rien de se plaindre quand on vous donne l'occasion de venir défendre votre thèse ici et de venir contester ce qu'on a dit. La première information de la journée, c'est sur le Hajj, le pèlerinage des musulmans. C'est le 5e pilier de l'islam. Et en 2025, il y aura une édition du Hajj. C'est ce qu'on appelle le Hajj 2025. Donc, le mercredi avant-hier, là, 8 janvier 2025, à Abidjan au plateau, le ministre Vagondo a tenu une conférence de presse. Monsieur Vagondo, c'est le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Il est venu. Comment le Hajj va se faire là, il a expliqué. Il dit d'abord, le prix pour aller à la Mecque en 2025 là, c'est 3 250 000 francs CFA. Donc c'était le même prix en 2024. Il dit ça sera le même prix parce que son patron, le président Alassane Ouattara, lui a dit de ne pas augmenter le prix. Donc le prix qui a été fixé là, c'est 3 250 000 francs CFA. C'est la première information qu'il faut avoir. La deuxième information, il a annoncé que les Arabes chez qui les gens vont faire pèlerinage là, ils disent que pour la Côte d'Ivoire là, c'est 10 000 personnes qui pourront voyager cette année. 10 000 personnes. Ils disent c'était la même chose en 2024. Là aussi, rien n'a changé. Maintenant, dans les 10 000 là, il y a 7 000 personnes qui pourront voyager en faisant partie du contingent étatique. Ça veut dire que l'État va subventionner ça. Maintenant, les 3 000 autres qui restent là, eux, ils seront confiés. Ça veut dire les gens qui vont décider de ne pas aller avec le contingent de l'État, c'est 3 000 personnes. Maintenant, ces 3 000 personnes-là peuvent se confier à 3 autres opérateurs privés. Et je vais citer le nom des 3 opérateurs privés. Si tu t'en vas après maintenant, chez un autre opérateur qui n'est pas parmi les 3 que je t'ai cités là, ça c'est ton problème. Le premier opérateur privé s'appelle Baraka Hajj.
Baraka et puis Hajj. Le deuxième opérateur s'appelle Firdaus Hajj. Et le troisième opérateur s'appelle Hajj Mabrouk. Je répète, ceux qui vont aller dans le contingent privé là, il n'y a que 3 organisations, 3 opérateurs privés qui sont reconnus. Si quelqu'un vient te dire, en fait là, tu vois, non, moi je suis allé, moi là, je suis moi-même mon propre privé, mais il faut lui demander, est-ce que tu es parmi les 3 noms là? Ah non, 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 en fait, nous on est un peu collés à eux, donc là si tu passes par nous, nous aussi on va se coller à eux, et puis ils vont se coller à... il faut laisser. On est en train de te parler. Si tu n'écoutes pas avec tes oreilles là, si c'est avec ta bouche ou même tes yeux tu écoutes là, c'est ton problème. Si tu ne veux pas ou même tu n'as pas pu aller avec le contingent étatique, il n'y a que 3 opérateurs avec lesquels tu peux partir. Si tu sois en dehors de ces 3 là pour aller donner ton argent à quelqu'un, ou même pour aller dire comme quelqu'un se promène dans le quartier pour dire lui connaît des gens là-bas, c'est comme si c'est ton problème. 3 250 000 c'est pas petit. Surtout qu'eux vont ajouter pour être déçus encore. Donc là, si tu n'as pas pu aller dans le contingent étatique là, il faut aller dans seulement une des 3 sociétés ou opérateurs privés que j'ai cités là. Baraka Hajj, Firdaus Hajj et Hajj Mabrouk. Ça s'arrête à ça. Ça s'arrête à ça. Et ces 3 opérateurs-là aussi, l'État aura les yeux sur eux. Parce que l'année dernière, leurs services ont été classés parmi les meilleurs. Et donc là, il faut que eux aussi, ils améliorent leurs services. Et il faut que eux aussi, l'État aussi les tienne à l'œil pour ne pas qu'ils abusent des populations. Ça aussi, c'est très important. L'année dernière, ça s'est passé sans bruit. Cette année, on veut que ça se passe sans bruit. Que chacun fasse attention. Parce que tout ce qui touche à la religion, ça réveille beaucoup de sentiments extrêmes. De la même manière que ça s'est passé en 2024, chers musulmans, faites à cause de Dieu. Ne créez pas de la malhonnêteté. Faites, les choses vont se passer tranquille. On va oublier même que vous aviez votre âge. On n'a pas envie de voir des scènes de honte où des gens vont sortir ici pour dire on m'a trompé, on a pris mon argent. S'il vous plaît, ne faites pas ça comme pour 2023. Et déjà, il y a eu suffisamment assez de réflexion que les opérateurs privés se montrent très honnêtes. C'est honteux que c'est sur un pilier de la foi que des gens veulent essayer de trouver à manger et penser que cela va rester sans conséquence. Et ils vont abuser de leurs coreligionnaires, de leurs propres frères en religion. Ça, ce sont des choses honteuses. Même quand les féticheurs s'en vont faire leur tournée annuelle, ça c'est leur pèlerinage, on n'entend pas ces comportements-là que des féticheurs se sont trompés entre eux. On n'entend pas que les chrétiens se sont trompés entre eux. Mais c'est vous les musulmans qui vous trompez entre vous. C'est honteux. Et si vous croyez en votre prophète, et si vous croyez en lui en tant que le messager de Dieu, faites attention. Ne mettez pas la honte sur votre prophète. Ça, l'État a fait ce qu'il pouvait. Et les informations sont très claires. Et nous prenons le temps de venir le dire ici dans des français simples. Pour que les gens, on a simplifié l'information. On ne la rend pas longue, on l'a simplifiée pour que les gens comprennent. Maintenant, si tu décides d'aller au Hajj là, qu'est-ce que tu dois faire? La première chose que tu dois faire pour cette année 2025 là, il y a 4 étapes. Il y a 4 étapes. La première étape là, ça commence le 9 janvier et ça finit le 22 janvier 2025. C'est l'enrôlement des pèlerins qui va commencer par la phase de sensibilisation. Donc toi-même, tu sais déjà que tu vas aller à la Mecque là. Toi-même, tu sais que tu dois aller faire ton passeport. Toi-même, tu sais que tu dois avoir les documents. Donc là, si tu attends la dernière minute, quelqu'un te dit non, nous on va tout faire pour toi là. Faut faire toi-même. Il ne peut pas, c'est faux. Parce que maintenant, là, les passeports là, c'est biométrique. Il ne peut pas faire tout.
Donc toi-même, là, c'est mieux, tu vas aller faire ton passeport. En vérité, ceux qui voulaient aller cette année-là, depuis l'année dernière, ils ont commencé à s'apprêter petit à petit, à économiser leur argent, à mettre les papiers ensemble, et puis attendre. Il y a des choses là que toi-même, tu dois faire. Ton passeport et autres là, toi-même, tu dois pouvoir faire. Maintenant, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Par exemple, tu ne peux pas décider que toi-même, tu vas ouvrir l'enrôlement. Comment tu vas faire ça? Donc, c'est là la première phase. Donc, l'enrôlement va commencer entre le 9 et le 22 janvier. Et ils vont faire des sensibilisations dans les radios islamiques et peut-être même à la télévision nationale pour informer les gens. La deuxième étape va commencer le 23 janvier 2025 afin d'identifier les pèlerins. Après l'enrôlement, on va ouvrir le site www.syegepci.com pour identifier les futurs pèlerins. Je répète, www.syegepci.com. Syegepci là, on écrit ça syegepci.com. C'est là-bas, sur ce site-là, qu'on va identifier les pèlerins. Et ça va s'ouvrir le 23, à partir du 23 janvier 2025. La troisième étape, les visites médicales, ou si vous voulez les consultations médicales, vont débuter à partir du 27 janvier 2025. Et la dernière phase, c'est celle de l'ouverture de la trésorerie et aussi le début de la prise des empreintes. Ça va débuter le 29 janvier 2025. J'espère que l'information est claire. Si tu sors en dehors de ce cadre, c'est que tu n'avais pas envie d'aller. Parce que l'information qu'on a donnée là, tu ne vas pas trouver quelque chose d'autre qui va être différente. Parce que ce n'est pas moi qui ai inventé. C'est le ministre de l'Intérieur, la section des cultes qui est en charge là. C'est eux qui ont donné l'information le 8 janvier 2025. Et moi, j'ai repris l'information, j'ai simplifié de la manière la plus efficace pour mettre ça à la disposition des gens que ça peut aider. Maintenant, si tu sors en dehors des informations qu'on t'a données là, en tout cas, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. On va revenir à la deuxième information qui est très utile parce que finalement, le chef de l'État a parlé hier. Et vous savez, les hommes politiques, quand ils parlent, c'est toujours ambivalent. Ils ne vont pas vous dire directement les choses. Mais quand vous tenez compte du contexte immédiat et du contexte global, le contexte immédiat, c'est le temps et puis le lieu où le politicien parle à l'instant T. Ça veut dire, au moment où on est sur place là, quand un politicien dit quelque chose maintenant, là où il est en train de dire la chose, la parole là, et puis le temps qu'il a choisi pour dire là, c'est ça qu'on appelle le contexte immédiat. Et puis il y a le contexte global. Le contexte global, ça c'est l'environnement global dans lequel on... Par exemple ici, en 2025, le contexte global de la Côte d'Ivoire, c'est les élections de 2025. Toute question qui est liée aux élections, quels que soient les détails qu'on va donner, le contexte global, c'est l'élection de 2025. Maintenant, quand quelqu'un parle d'un sujet qui a un lien avec les élections, ces détails-là, c'est ce qu'on appelle le contexte particulier. Et maintenant, pourquoi c'est maintenant et devant le corps diplomatique que le chef de l'État choisit de dire des choses que vous allez écouter ici. Et on écoute. Pour ceux qui ont suivi ou qui ont lu, il a d'abord fait son bilan pour dire que ceux qui vont vouloir porter des critiques ou bien des jugements de valeur, qu'ils sachent qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire aspire à se donner des dirigeants qui peuvent soit faire mieux ou bien qui peuvent faire ce que nous avons déjà fait. Ça, c'est un élément qu'il faut retenir. Et de deux, messieurs les membres du corps diplomatique, l'année 2025 est une année électorale pour la Côte. Donc, il situe le contexte global.
c'est une année électorale pour la Côte d'Ivoire. Ce processus électoral qui a été enclenché en octobre 2024 avec la révision de la liste électorale verra l'élection présidentielle en octobre 2025. Donc, il dit, le processus là, ça est sur une ligne là, et il n'y a personne qui va faire changer. Il dit, ceux qui pensent qu'on va encore relancer les enrôlements là, il dit c'est fini. Parce qu'il dit, il parle du contexte global pour nous dire que ça a commencé en 2024 avec les enrôlements. Et que les enrôlements là, ça c'est déjà fait. On va maintenant vers la suite pour des élections en octobre 2025. Ça veut dire les élections auront lieu en octobre 2025. Et donc là, il n'y a rien qui va empêcher ça. Son ministre de la communication et porte-parole du gouvernement a dit ça ici. Vous avez fermé vos oreilles pour faire semblant. Non, on ne croit pas. Tidjam Tiam, Gbagbo Laurent, et tout ce que vous voulez là, il n'y aura pas d'enrôlement encore, c'est fini. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir ici. Et donc là, les dates et le processus là, il n'y a rien qui va empêcher que les choses se passent comme ça doit se passer. Les élections auront lieu en octobre 2025. Ça, c'est la première chose. C'est une garantie qui a été émise et qui doit rentrer dans les oreilles pour une bonne fois. À cet égard, je voudrais dire qu'il y a 5 ans, exactement en 2020, j'indiquais au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Il dit à ceux qui viennent chaque fois inventer l'histoire, moi, Alassane Ouattara, je connais mon histoire et je suis digne des paroles que j'évoque. En 2020, là, c'est moi, j'étais sorti ici et j'avais même nommé quelqu'un qui devrait, il s'appelait Amadou Gon Coulibaly, qui devrait être candidat. Mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis fusil sur ma tête. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a obligé. Je n'ai pas eu qu'on me fasse des leçons de morale. Je suis parmi ceux qui voulaient qu'il y ait alternance pour une nouvelle génération. Là, j'ai été le premier à le faire parmi les politiciens ivoiriens. Parmi les politiciens ivoiriens, j'ai été le premier à le faire. Et ça, je mets quiconque au défi de le dire si c'est faux ou si c'est vrai. Si en 2020, là, Amadou Gon Coulibaly n'avait pas été choisi, au PDC qui était leur candidat. Malgré que Laurent Gbagbo était en prison, quand il a fait son interview avec Denis Epoté, qu'est-ce qu'il a dit? Que lui souhaiterait être candidat et que l'âge n'a pas d'importance. Ce discours est encore là. Mais Alassane Ouattara avait déjà mis des gens en place pour faire le changement générationnel. Il dit, il faut que les gens se souviennent de cela. Lui n'est pas un assoiffé du pouvoir. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. Mais malheureusement, Amadou Gon Coulibaly décède. Et le RHDP force la main du président Ouattara pour être leur candidat en 2020. Il dit, mais en tant qu'un humain, quand il s'assoit, son parti et ses partisans n'ont pas fait l'erreur de porter confiance en lui. Et lui non plus ne regrette pas du tout de s'être montré à la hauteur. La confiance qui a été placée en lui, il a montré aux Ivoiriens qu'ils n'ont pas placé une confiance vaine parce que il a fait le travail qui justifie. Et le contexte actuel du monde et de notre pays fait que si tu n'es pas quelqu'un qui a une bonne connaissance de la réalité, si tu n'es pas quelqu'un qui a une bonne maîtrise des événements et une bonne connaissance du monde, il ne regrette pas aujourd'hui parce que s'il était parti en 2020, la Côte d'Ivoire aujourd'hui serait dans des problèmes politiques, dans des problèmes militaires. La maîtrise que lui, Alassane Ouattara, a sur les événements, pour essayer d'accepter certaines choses, ce n'est pas évident que des gens autres que lui puissent accepter cela. Et ça aurait pu nous conduire dans des décisions qui auraient pu être difficiles ou fatales même pour le pays. Et donc quand il passe à tout ça, il ne regrette pas du tout d'avoir accepté la décision d'avoir été candidat en 2020. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision. Mais Il dit,
hier, 9 janvier 2020, là, 25, là, lui n'a pas dit à quelqu'un directement, je vais être candidat. Mais il n'a pas aussi dit à quelqu'un, je ne vais pas être candidat. Je vous ai dit qu'un homme politique, là, il y a une manière de parler. Par exemple, un politicien, là, s'il veut te dire que tous les animaux qui ont une colonne vertébrale sont des vertébrés, là, l'homme politique, là, lui, il va te dire non. En fait, là, tous les animaux à sang chaud sont des êtres vivants. C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'a rien dit de nouveau. En fait, là, il tient compte des événements pour essayer toujours de laisser une porte de sortie. C'est ce qu'on appelle l'ambivalence du propos politique. Et tout homme politique qui a une bonne maîtrise de la politique et de la science politique ne parle pas comme Laurent Gbagbo. Parler comme ça, bah, parler comme ça, bah, un coup comme ça, bêtement, là, non. Il dit, je n'ai pas encore donné ma décision. Je n'ai pas donné ma décision, là. Ça ne veut pas dire, je ne vais pas donner ma décision. Ça veut plutôt dire, je vais donner ma décision. Mais c'est le contexte global qui va justifier ma réponse. Et donc, je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé. Et voilà. Mais je peux vous assurer que ceux qui se sont promenés, même parmi les militants du RHDP, c'est l'éclaireur avec ses compagnons ici qui ont dit que le président n'était pas malade. Est-ce qu'on avait son bilan de santé? Non. Mais aujourd'hui, le 9 janvier 2025, Dieu merci, le président vient de confirmer ce que la classe EPV disait. C'est nous ici, on a dit que le président n'est pas malade. Le frère Zasso disait que le président était malade. Le président lui-même vient de dire, frère Zasso, qui n'est pas malade. Donc ça lève tout débat. Si Sorogio m'a dit qu'il n'est pas malade, non. Qui peut venir dire aujourd'hui qu'il est malade? Alassane Ouattara aussi dit que lui n'est pas malade. Et quand tu le regardes là, est-ce qu'il ressemble à quelqu'un qui est malade? Donc aujourd'hui là, lui-même il est venu, il a coupé coup. Il dit il n'est pas malade. Mais dans je ne suis pas malade là, ça veut dire quoi? Ça veut dire je serai candidat. Je ne suis pas malade là. Ça veut dire j'ai la pleine possession de mes facultés. Et il n'y a rien qui m'empêche d'être candidat. Maintenant, si les Ivoiriens et le contexte m'obligent à être candidat, et vu que l'article de la loi me le permet, qu'est-ce qui va donc m'empêcher? Et donc, chers militants, soyez cohérents et soyons cohérents. Ayons une appréciation froide des événements pour ne pas anticiper sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des gens qui disent Alassane Ouattara est vieux. Bon, lui-même, il vient vous dire aujourd'hui, là, être vieux, là, c'est une question de temps. Mais il y a des jeunes qui sont plus cons que les vieux. Il y a des jeunes, là, eux sont des jeunes, mais ils sont très cons. Comme il y a des gens qui ont vieilli, mais qui sont des vieux cons. Exemple, ça existe beaucoup dans la politique ivoirienne. Au PDCI, eux, ils ont un jeune con. Et au PPACI, eux, ils ont un vieux con. Il suffit de regarder leur comportement. Quelqu'un qui ment, et on t'attrape. Mais tu es un con. Son vieux comme son jeune, là, on voit. On leur dit apportez vos bilans. Eux, ils n'ont pas de bilan. Eux n'ont pas de bilan. Leur manière même de parler, ils ne disent rien qui arrange les Ivoiriens. Ah non, mon grand-père Bandio, c'est comme ça. Oh. Ah non, 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 il y avait riz rouge, on a fait ça comme si. En tout cas, ce propos-là, je ne suis pas malade. Ça veut dire, 100 mètres qu'on va courir là, je peux courir même avec l'esprit des jeunes. Et là, ce qui est important, aller dans le contexte particulier, qu'est-ce qu'on voit? Le corps diplomatique en train d'applaudir. Ça ne vous dit pas quelque chose? Le corps diplomatique, quand le président dit « je suis en bonne santé », tu vois les diplomates applaudir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde s'attendait à quelque chose. Eux, ils ont compris le message caché. Et donc, ça veut dire quoi? Je serai candidat. Et eux, ils applaudissent. Est-ce qu'on les a forcés? Ça veut dire, tu viens de nous libérer. On va aller dire à nos partisans, à nos différents présidents, que maintenant, là, on connaît ta position, tu seras candidat. Et ça, là, quand quelqu'un dit quelque chose et puis tu n'es pas content, là, je ne vois pas pourquoi tu vas applaudir. Mais pourquoi
le corps diplomatique applaudit. Ça veut dire tu viens de nous libérer parce qu'aujourd'hui tout le monde se pose la question. Le seul pays qui est stable dans le golfe de Guinée là, c'est la Côte d'Ivoire. Et avec un dirigeant d'expérience. On peut nous dire non, le Sénégal a eu des dirigeants qui ont été élus démocratiquement. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais ils ont quelle expérience? Aujourd'hui en Afrique de l'Ouest là, le seul président qui a une expérience dans la gestion de la chose de l'État et qui a une bonne connaissance du monde, c'est Alassane Ouattara. Et tu viens, à travers ce que tu viens de nous dire là, ça veut dire la voie de l'expérience va rester encore. Et ça nous rassure en tant que diplomate parce qu'on ne peut pas accepter que soit le pays soit dirigé, le golfe de Guinée soit dirigé par des individus qui même soi-disant démocratiquement élus n'ont pas d'expérience, ils n'ont pas une bonne connaissance du monde. Et en plus de cela, une autre partie qui est représentée par des putschistes. Donc tu demeures la seule poche de stabilité et en venant nous dire que tu vas être candidat en 2025, tu viens de nous libérer et c'est pourquoi on t'a applaudi. Ce que je vous dis là, ce n'est pas écrit dans le livre. Un homme là, quand tu sais prendre tes yeux, tes oreilles, et puis tu regardes les événements là, tu peux interpréter les faits. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Hop! Je suis en pleine santé et désireux de continuer à servir mon pays. Adama, on ne peut pas être plus clair que ça. Et dire, je suis joué. Et puis en plus, là, j'ai moi-même envie de continuer à servir mon pays. Si les gens n'avaient pas applaudi, là, ils n'allaient pas dire ça. Alassane Ouattara n'est pas un enfant. Il connaît bien la psychologie humaine. C'est que beaucoup ne savent pas, là. Quand il était au FMI, là, pour finir, là, il a été même le directeur des ressources humaines là-bas. Les gens n'en parlent pas. Tellement il connaît les humains. Tellement il connaît la sensibilité humaine. Et donc, voilà les choses confirmées. Et de façon très simple, c'est notre responsabilité d'expliquer tout. En un mot en français simple, je serai candidat. Ça là, il n'y a plus rien à faire. Ben, comme Pourquoi les gens insistent en applaudissant? Ça veut dire qu'on a compris le message. Et on a aimé. Parce qu'au moins là, il aura encore une poche de sagesse, une poche d'expérience en Afrique de l'Ouest pour éviter que le golfe de Guinée, l'Afrique de l'Ouest entre dans le chaos. On ne peut pas laisser l'Afrique de l'Ouest avec des inexpérimentés. On ne peut pas laisser l'Afrique de l'Ouest avec des jeunes gens qui ont été certes élus démocratiquement mais qui n'ont aucune influence sur les événements. Qui sont tantôt dans le populisme, tantôt en train de flirter avec la démocratie. Des jeunes inexpérimentés qui sont militaires. Si toi, Alassane Ouattara, tu dois être le seul homme d'expérience, le seul homme qui a une influence sur l'extérieur. En tout cas, nous, les diplomates, ça nous rassure. Et c'est pourquoi vous voyez les gens en train d'insister à applaudir. Mais comme je l'ai également dit, mon parti dispose d'au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans cette salle. Il dit maintenant là, si Laurent Gbagbo et puis Chaka Diam et puis Tidiam Soro Guillaume là, si par extraordinaire ils réussissent à trouver un tireur d'élite et puis ils payent un fusil pour donner au tireur d'élite là, et puis un jour le tireur d'élite là se positionne et puis il arrive à mettre une balle dans la tête de Ouattara et puis paf, on dit Alassane Ouattara est mort. Il dit il n'y a pas de problème. Ou même là, si l'ange de la mort même veut là, il vient et puis il prend sa machette là, et puis lui il le découpe en même temps là. Il dit il n'y a pas de problème. Il dit, dans la salle où je suis là, je vous ai dit que l'homme politique là, pourquoi il ne dit pas 6 personnes, il dit demi-douzaine de personnes. L'homme politique ne parle pas dans le vide. C'est ce que je vous ai dit. Un homme politique, par exemple, je vais vous prendre une idée. Quand tu prends une table, on fait quoi sur une table? Une table, on dépose des objets où on mange dessus. Donc quand on dit une table là, toi tu as déjà une idée. Maintenant la table là, est-ce que c'est l'utilité? Il faut juger la table par son utilité ou bien il faut juger la table par son contexte. Ça veut dire l'idée. Et donc l'homme politique lui va te dire simplement qu'il faut une table. Mais la table qu'il a dit là, il ne faut pas te baser sur le mot table là. Il faut demander table qu'il a dit là.
Est-ce que une table, là, tu peux prendre une table et puis tu déposes là-bas, mais tu ne manges pas dessus, tu ne fais rien dessus. Est-ce que ça, c'est une table? Non, c'est un meuble, là. C'est un décor. Mais une table que tu prends, et puis, tout ce qu'on doit faire sur une table, tu fais sur cette table-là. Ce n'est plus la table même que la table, mais c'est l'utilité, là, l'aspect utile, là, que la table te rapporte, là. C'est ça qui est la table, et non l'aspect physique. C'est ça le discours politique. Quand un homme politique parle là, pourquoi il ne dit pas 6 personnes? Et puis il dit où ils sont. Il dit ils sont dans la salle là. Ils sont là où je suis assis aujourd'hui là, 9 janvier 2024 là. Ces 6 personnes là sont là là. Mais lui il dit une demi-douzaine de personnes. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est 6 personnes. Ça veut dire qu'il y a une équipe solide qui est là. Même si moi, Alassane Ouattara, on me tue en ce moment-là. Ces 6 là, je les ai préparés, peuvent diriger la Côte d'Ivoire de façon solide. Si parmi ces 6 là, il y a encore le vice-président qui devait me remplacer meurt là, il y a encore le premier ministre qui est là. Si le premier ministre est encore là, vous arrivez à le tuer là encore là, il y a le gouvernement encore qui est là encore. Ces personnes-là sont parmi ces gens-là et ont chacune et tous la capacité de gérer. Voilà, il y a Olivier Almira qui a donné le mot, on appelle ça l'utilitarisme de Bergson. Je ne voulais pas dire ça pour effrayer les gens. Sinon, c'est ça, effectivement, l'utilitarisme. Et dans d'autres termes, on pourrait parler de conséquentialisme. Et dans le premier cas, l'exemple que j'avais donné, de l'intelligibilité, on pourrait parler de Platon. Donc, ça va être des gens comme nous, comme ça, les petits voyous veulent s'amuser pour venir dire non, 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 on va parler de politique. Allez vous apprêter, hein. Nous, on est mal prêts. Nous, on est très mal prêts. Et donc, les choses sont claires. Et ce que je viens de vous dire là, je sais très bien de quoi je parle. Quand il dit, j'ai une demi-douzaine de personnes là, les 6 personnes là, dans ces 6 personnes là, il y a tout un petit système qui est derrière chacune de ces 6 personnes. Donc, ne prenez pas le chiffre 6. Celui qui fait ça là, pour dire, comme il dit demi-douzaine égale 6 là, tu t'es trompé. Ça veut dire simplement, si moi, Alassane Ouattara, là, les opposants arrivent à me gorger, et puis quand on a fait coup d'État, donc c'est fini pour moi, là, vous ne pouvez pas prendre pouvoir, là. Parce que de la même manière que je suis prêt, là, et que moi-même, je représente tout un système interne et externe, interne en Côte d'Ivoire comme externe dans le monde, là. Chacune de ces 6 personnes, là, si vous voulez, représente aussi un petit système. C'est ce qu'on appelle un engrenage. Et donc, même si vous arrivez à me tuer, ou même Dieu même me tue, là, il n'y a pas de problème. Ces 6 personnes-là, je les ai déjà préparées et chacun représente un système. Et je viens de vous le dire en fonction de la nouvelle constitution de 2016. Donc là, tout est déjà balisé. Et si vous remarquez, quand il a fini de dire ça, il a baissé la tête et puis il a commencé à sourire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, les gens ne savent pas dans quoi ils sont, mais j'ai déjà fini de tout préparer. C'est ce que ça veut dire. Quand tu es dans une situation et puis tu maîtrises la situation, est-ce que tu paniques? Si vous avez bien remarqué, reprenez là, quand il a fini de dire ça, il a baissé la tête et puis il a souri. Ça veut dire qu'il n'y a rien à craindre, tout est sous contrôle. Sujet numéro 3. L'armée ivoirienne a-t-elle loué des hélicoptères? Voilà le nouveau deuil que les opposants veulent commencer. Ah non, les Maliens avaient dit que vous louez les appareils. Maintenant, on vous a attrapé. Maintenant, là, il n'y a rien. Voilà, maintenant, on a Djenzin. Hier, le père Koulibaly est sorti là. Il a évoqué et j'ai dit que j'allais aller chercher les renseignements. En tout cas, c'est que je suis allé et puis j'ai trouvé là. Je vais venir mettre ça. Maintenant, quand je vais finir de mettre ça, s'il y a des gens qui peuvent venir contester cela, et pour montrer que c'est un mensonge, ça va beaucoup me plaire. Là, comme ça, là, je vais encore aller chercher, soit à montrer l'information, et donc en partie, je me suis inspiré des informations de Afrique Soir, et puis bon, de d'autres sources. Je ne vais pas vous dire aussi ces sources-là, donc vous laissez ça comme ça, mais ceux qui comprennent, comprendront. Voilà. Et donc, comme diraient les enseignants, cela étant bien émis dans le contexte, non, on ne parle pas grand français. Ce qui a compliqué là, nous on explique ça. Et puis on rend ça droit dans les têtes des gens. Il y a des gens qui veulent se promener maintenant pour dire qu'Alassane Ouattara là, il crie qu'il a fait croissance économique de 20 chiffres, 1000 chiffres. Mais simple hélico, il ne peut pas payer. Ils sont obligés d'aller louer
et puis venir mentir aux Ivoiriens que c'est pour la Côte d'Ivoire. Ils avaient commencé ça depuis les indépendances qu'on a réalisées en 2024. Et maintenant, ils veulent revenir pour saboter l'armée ivoirienne. Nous autres, on ne peut pas s'asseoir pour regarder. Et donc, il aurait fallu qu'un journal puisse titrer que l'armée ivoirienne, il y a 3 des avions qui ont été repris, que les gens inventent des histoires. Mais en réalité, de quoi il est question? Ça, il faut expliquer ça pour que les choses se comprennent bien. Tout part avec un titre du journal Africa Intelligence. Et les gens, sans prendre le temps de bien comprendre les événements, parce que l'information, ce n'est pas seulement ce qui est écrit. On peut trouver des fausses informations comme des informations alambiquées, comme des informations truquées, comme des fausses informations. Mais quand tu prends le temps, quand tu reçois une information, tu compares ça avec la réalité et puis tu fais une synthèse, tu comprends bien les événements. Bon, ce qui s'est passé là, moi je vais expliquer en français simple. Il y a un monsieur là, il s'appelle Steve Bokobza. Steve là, c'est S-T-E-V-E. Bokobza, c'est B-O-K-H-O-B-Z-A. C'est un marchand d'armes. Et on l'appelle aussi David Nakash. Ça, c'est son petit nom. Il s'appelle Steve Bokobza alias David Nakash. Il est franco-israélien. Il dirige une société qui fait la vente des armes. Il est intermédiaire. Ce n'est pas lui qui fabrique. Mais, comme je le disais hier, il est intermédiaire. Quand il y a des ventes d'armes avec des pays là, sa société s'appelle TAR Ideal Concept. Concept, là, il y a S à la fin. TAR Ideal Concept. Donc, monsieur David Nakash est donc un intermédiaire entre ceux qui fabriquent les armes et les gens qui les vendent. C'est comme vous allez me dire, est-ce que l'usine vient au marché pour dire, c'est moi l'usine de pagne, venez payer pagne directement avec moi. Non, il y a toujours des intermédiaires. Il y a des grossistes et il y a des détaillants. Donc lui, il a une société qui s'appelle TAR Ideals Concept. Ça, c'est en anglais. Mais moi, je lis en français. Sinon, le nom, c'est en anglais. TAR Ideal Concept. Mais on va lire en français. TAR Ideal Concept. Maintenant, l'armée ivoirienne avait besoin de 10 hélicoptères. Et je suis très précis. L'armée ivoirienne avait besoin de 10 hélicoptères. L'armée ivoirienne, après vérification, est entrée en contact avec monsieur David Nakash. David Nakash, là, c'est son petit nom. Sinon, son vrai nom, c'est Steve Bokobza. Quand ils sont rentrés en contact avec lui, en tant qu'intermédiaire, ils lui ont dit, voilà les 10 hélicos qu'on veut là. Il faut bien nous écouter. On veut 5 hélicos de marque MD-500. Et puis 5 autres de marque Augusta. La donne est très claire. On veut 10 hélicos. Dans les 10 hélicos là, on veut 2 groupes d'hélicos. 5 de marque MD-500 et puis 5 autres de marque Augusta. Avant la livraison, on signe le contrat. L'armée ivoirienne paye l'argent. Ce sont des avions militaires. Ce n'est pas comme des voitures, tu payes, tu prends, tu t'en vas. Il faut qu'on assemble. Et qu'est-ce que monsieur Steve Bokobza fait? Steve Bokobza, c'est la même personne que David Nakash. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il a déjà reçu son argent, il s'en va louer 3 hélicoptères de marque Airbus 125. Et puis il vient donner ça à l'armée ivoirienne en disant que non, ça fait partie des avions qui ont été payés.
il allait trouver une société sud-africaine qu'on appelle Sofomar Aviation et une autre compagnie, société kenyane qui s'appelle Level Up. Il allait dans ces deux sociétés-là, il a loué 3 hélicoptères de marque Airbus 125 pour les mettre à la disposition de l'armée ivoirienne. Les gens se sont dit, mais ce ne sont pas les avions qu'on a commandés là. Parce que ce qu'on a commandé là, les 10 là, c'est 5 avions de marque MD500 et puis 5 autres hélicos de marque Augusta. Ton affaire là, c'est comment? Il dit non, 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 non. Le temps que je puisse livrer les 10 avions, c'est pour vous faire preuve de bonne foi. Donc je mets ces 3 H125 à votre disposition. Le temps que je puisse vous livrer les avions, puisque j'ai déjà pris votre argent. Donc c'est la marque de ma bonne foi. Les gens disent ok. Mais il n'a pas pris le temps de dire à l'armée ivoirienne que c'était des avions loués. Les gens ont dit ok. Si c'est la marque de ta bonne foi, puisque tu dis que tu as déjà pris notre argent, tu vas livrer nos hélicoptères, il n'y a pas de problème. Le temps il est connu, le contrat est signé. Donc on va attendre. Et c'est dans le courant donc de ces événements, pour attendre que les 10 hélicos soient livrés, la société, sinon les deux sociétés, c'est-à-dire la société kenyane Level Up et la société sud-africaine Sofoma, où Steve Kobokza est allé prendre les avions là. Il leur a dit là-bas que non, que c'est pour juste quelques temps. Et qu'il est venu louer ces appareils-là avec eux, c'est pour juste quelques mois. Mais dès que les hélicoptères vont revenir, lui, il va revenir prendre les avions qu'il avait loués là, les 3 hélicos Airbus H125 là, il va les retourner à la société sud-africaine et kenyane. Il n'a pas respecté sa parole. Il n'a pas respecté sa parole. Et c'est là maintenant que ces deux sociétés-là maintenant ont décidé de poursuivre la société de monsieur Steve Kobokza, la société qui s'appelle TAR Ideals Concept. Ils ont décidé de les poursuivre en justice pour pouvoir récupérer leurs 3 Airbus 125. Donc quand l'armée ivoirienne a eu l'information, l'armée ivoirienne a appelé monsieur Kobokza, ou si vous voulez David Nakache, et lui a dit, tu n'as pas pu nous livrer les 10 hélicoptères. Comme on avait signé les choses à temps, et en plus on apprend même que, contrairement à ce que tu ne nous avais pas dit, les 3 Airbus 125 là, aujourd'hui voilà l'information qui est là. Tu n'as pas été sérieux, ni avec nous, ni avec tes propres collaborateurs. Et quand le ministre TBO a appris l'information, il dit ok, laissez ça comme ça. Tout près n'est pas loin. Vous savez ce qu'on va faire? Cette histoire-là, on va la gérer autrement pour pouvoir reprendre notre argent. Mais la Côte d'Ivoire, ce qui m'intéresse là, c'est sa sécurité. Donc ce qu'on va faire là, les procédures judiciaires et autres pour récupérer notre argent, tout ça c'est des choses, on pourra le faire en temps utile. Et plus tard, mais moi-même, je vais me charger de payer des hélicos efficaces pour la Côte d'Ivoire. C'est là que vous avez vu des hélicos chinois pendant la fête de l'indépendance 2024 là. Tebo a pris la responsabilité sur lui de rentrer en contact avec une compagnie chinoise très sérieuse qu'on appelle CATIC. C-A-T-I-C. Ça veut dire China Aerotechnology Import and Export Corporation. Ça veut dire la corporation des imports et exports de technologie de l'aérotechnologie chinoise. Corporation import-export aérotechnologie chinoise. En abrégé, CATIC. C-A-T-I-C. Tebo prend la responsabilité. Quand il dit Tebo, ça veut dire le ministre Téné Bréma Ouattara. Il prend la responsabilité de directement négocier avec cette société-là, chinoise-là. Et en juin 2024, ils ont signé le contrat. Je vous ai dit en juin 2024. L'indépendance, ça s'est tenu en quelle date? En 2024. Donc, dans le mois de juillet, là, ils ont livré les hélicoptères.
et des avions d'attaque. La TBO n'a pas pris simplement le temps de payer des hélicoptères de marque chinoise, mais elle a aussi payé des avions de combat pour l'armée ivoirienne. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir en conclusion? 1. La Côte d'Ivoire n'a jamais loué d'avion. C'est Steve Kobabza qui a loué des avions, mais qui a voulu tromper l'armée ivoirienne en leur disant non, 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 ce sont des avions, c'est pour moi-même, je les mets à votre disposition le temps que je puisse livrer vos 10 avions, vos 10 hélicoptères. Mais si la personne ne te dit pas qu'elle allait louer là, toi tu vas savoir ça comment? L'armée ivoirienne l'avait jugé sur la base de la bonne foi. Mais il n'y a aucun document, je mets quiconque au défi de nous montrer ceux qui disent que l'armée ivoirienne a loué des avions là. Maintenant, montrez-nous les documents de location. Ou bien donnez-nous le nom de la compagnie avec lesquelles, ou bien laquelle l'armée ivoirienne a fait location d'avions. Le mensonge là pour casser là, c'est pas difficile. Et donc ça, ce mensonge là, on vient de le briser pour l'enlever. Et dès que l'armée ivoirienne s'est rendue compte que les 3 hélicoptères H-125 avaient été loués par David Nakache, ou bien si vous voulez, vous pouvez l'appeler encore Steve Bokobza, mais ils s'en sont séparés directement. L'armée ivoirienne a décidé de s'en débarrasser sans faire de bruit. Et donc, voilà un peu l'information que nous avons et qu'on a souhaité mettre à la disposition des uns des autres. On va lire rapidement l'édito de Mère Blanc et quand on aura fini, le peu de temps qu'on a, on va partager rapidement pour laisser rapidement la possibilité à certains de pouvoir s'exprimer et pouvoir aller encore chercher le pain quotidien. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre L'homme Ouattara. C'est l'émoi en ce moment chez les opposants. Pourquoi? Le maître du jeu politique a choisi, que dis-je, a décidé que le moment était venu de se retrousser les manches pour prendre sa place de leader autour de la table de jeu. Sans bluff, mais avec sa stratégie politique légendaire. Fin psychologue, il a obligé ses adversaires à revoir leur copie. Il a placé un premier collaborateur. Oui, il a aussi parlé. Pas longtemps, mais ce tout petit bout de discours a suffi pour être étudié, interprété, scruté à la loupe par ses adversaires. Mais le maître reste droit dans ses babouches. Savez-vous que nous avons coutume de le désigner sur la plateforme d'éclaireur Pro-Vérité sous l'appellation d'aigle royal? Et bim, dans mes recherches, je tombe sur les 7 principes de leadership enseignés par l'aigle de Jérémy Ngumbi, qui dit en substance que 1. L'aigle vole seul et à haute altitude. Et oui, le président Ouattara n'est pas camarade de quelqu'un. Il ne marche pas avec les pépéros. 2. Il a une vision précise et ne rate jamais sa cible. Alors, qui oserait dire le contraire? Il a toujours raison. 3. L'aigle se nourrit sainement. Il ne consomme pas la charogne. Non, 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 non. Le président Ouattara mange équilibré et sain. Et il pète la forme. 4. L'aigle aime la tempête. Il l'utilise pour se lever très haut. Oui, oui, oui. Avec le président Ouattara, il en est ainsi. Il puise toujours sa force dans l'adversité. Et il étonne tout le temps ses adversaires. 5. L'aigle est très sélectif dans le choix de sa partenaire. Ben oui, dès qu'il l'a vu, il a su que c'était elle sa moitié sucrée, définitive. Et vous voyez aujourd'hui ce que ça donne. Un accord parfait. Pas le genre à venir s'étendre sur les réseaux sociaux, sur le comment du pourquoi, sur de nouveaux mariages. Non, il ne mange pas de ce pain, le président Ouattara.
6. L'aigle prépare méthodiquement son petit afin de le responsabiliser. Bah oui, tout le monde voit, il n'y a rien à dire. 7. L'aigle a le secret de l'élixir de la jouvence. Bah oui, il a dit. Il a dit lui-même qu'il était en bonne santé. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc qui évoque un sujet tellement profond. Et ne serait-ce qu'à prendre le dernier, j'invite tout le monde à taper le psaume 102. Vous verrez, on vous dit, tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. Sachez que dans la Bible, l'aigle est vu comme cet animal-là qui a la capacité de se régénérer. Et voyez-vous, elle vient de vous donner ici les 7 principes même du leadership. Un leader, là, il a toujours une vision. Et un leader, là, il ne peut pas en avoir 2 ou 3. Il peut avoir des chefs, mais le leader est toujours seul. Le leader est toujours seul. Parce que sa vision, là, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Mais lui, il sait où il va. Et donc, il n'a pas aussi besoin de la masse. Et comme elle le dit, de la distance où il se trouve, il voit avec précision ce qu'il veut toucher. Est-ce qu'on ne parle pas d'avoir l'œil de l'aigle là? Mais surtout, l'aigle ne mange jamais les choses qui ont été déjà tuées. L'aigle ne tombe pas dans la pourriture. On a vu des gens ici aller sortir avec les femmes de leurs collaborateurs. Quand tu es un leader, tu ne fais pas ça. Quand tu es un vrai, tu ne fais pas ça. Tu ne profites pas des opportunités. L'aigle aime la tempête, comme disait Mère Blanc. Demandez-nous, qui avons été les partisans du docteur Ouattara, qu'est-ce qui a été... Rien n'a jamais été facile pour nous. Mais ce qui naît de la tempête est la vraie réalité des choses qui résistent. Tout ce qui naît dans la difficulté est la chose qui mérite de survivre et de vivre. Et je vous rappelle l'histoire dans Zarathustra de Friedrich Nietzsche. Tout ce qui ne te tue pas te rendra fort. Et avec le temps, on se rend compte que on n'a pas eu tort de suivre le grand leader. Parce que ces actes viennent nous renforcer pour nous dire, vous avez fait le bon choix de croire en moi. Et moi, je ne vous ai pas déçu. Regardez d'où nous venons. Regardez ce que nous avons traversé. Mais regardez surtout ce que j'ai fait pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a personne avant moi qui l'a fait. Et l'aigle n'est pas dispersé. Et c'est un conseil qu'on donne à tous les jeunes. Si tu veux réussir, il n'y a pas beaucoup de secrets, que tu sois femme ou homme. Contrôle ta sexualité. Si tu veux réussir dans cette vie-là, contrôle ta sexualité et purifie tes pensées. Si tu veux là, il ne faut même pas être dans une religion. Je le dis et je le répète, si tu veux là, il ne faut même pas croire en Dieu. Si tu contrôles ta sexualité et tu contrôles tes pensées, tu ne penses pas mal de quelqu'un et ta sexualité tu contrôles, frère, tu ne seras jamais malheureux. Tu ne seras jamais malheureux. Parce que l'acte sexuel là, ce n'est pas un acte gratuit. C'est un échange d'esprit. C'est un échange d'esprit. Le garçon là, lui se sépare d'un esprit qui implante ça dans la femme, même s'il n'y a pas eu de grossesse. Et donc là, une fois que tu fais attention à ça, il y a beaucoup de mauvaises choses là qui ne vont pas t'arriver. Il y a des choses imprévues qui ne vont pas t'arriver. Et si ta pensée elle est positive, tu ne penses pas mal de quelqu'un. Mon frère, la nature même n'a rien contre toi. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, c'est leur imagination. Mais tu as une barrière, tu as une armure parce que tu ne penses pas du mal. La nature ne te trompe pas. Et la nature n'a pas de sentiment pour dire non, non, non. Comme tout le monde déteste l'éclaireur là, donc on va lui faire du mal. En voulant tuer Jésus, vous lui avez permis d'accomplir la prophétie. En voulant le tuer là, il vous a vaincu au-delà de la mort. Donc finalement, qui a gagné? C'est comme ça la nature. Et donc là, les hommes intelligents savent lire les signes de la nature et s'en inspirer. Et donc vous les jeunes qui voulez réussir, faites beaucoup attention. Si tu prends ta sexualité dans ta jeunesse pour t'amuser là, à 40 ans,
Les gens vont penser que tu as 60 ans. Ça, c'est d'abord les conséquences physiques. Ah, mais toi-même là, tu as quel âge même? Ah non, j'ai 40 ans, mais j'ai insuffisance rénale. Oh. Mais tu vas voir des vieux là. Ils ont 70 ans, 80 ans. Mais quand tu les regardes, on est des jeunes. La vie là, c'est comme un livre. Il faut lire et comprendre comment toi-même là, la vie fonctionne pour toi. La vie là, ce n'est pas un hasard pour dire non, non, il faut avancer dans le vide. Chaque vie là, de la manière Dieu nous a créés là, et puis chacun est unique là. C'est pour dire que moi, Dieu là, je n'ai pas pris de témoin pour te créer. Donc toi-même, ta vie là, il faut comprendre. Toi, tu es qui? Pourquoi tu es là? Et qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que toi, tu t'es une fois posé ces 3 questions là? Le Chao Issouf Ouattara, est-ce que tu t'es une fois posé la question que toi-même là, tu es qui? Tu es ici pourquoi? Et qu'est-ce que tu vaux réellement? Quand tu te poses ces 3 questions, forcément tu vas comprendre ta vie. Tu ne vas pas agir comme tout le monde. Et tu n'accepteras pas d'être le jugement de tout le monde, mais tu accepteras d'être toi-même. Et donc tu seras unique comme Dieu. Et quand tu es unique comme Dieu, ça veut dire que tu connais ton chemin. Et quand tu connais ton chemin, ça veut dire que tu traces ton propre enfer comme ton propre paradis. On va s'arrêter là. Il y a des gens qui ont voulu prendre la parole. Malheureusement, nous en avons pour 20 minutes. On va donc demander à ceux qui veulent prendre la parole de ne même pas dépasser les 2-3 minutes, d'aller très efficacement. Malheureusement, c'est le temps et on va pouvoir fermer rapidement. Mais sur TikTok, on aura l'occasion d'approfondir les sujets. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci encore à Mère Blanc. Et souvent, on n'arrive pas à développer profondément les choses. Comme je l'ai dit hier, posez beaucoup de questions. Et vous aurez certaines réponses. Allô? Bonjour, chère mère. Donc, on va vous laisser rapidement quelques minutes pour vous exprimer. Bonjour à toute la classe. Bonjour, chère Babo mère. Sila Abou Laurent, le Benjamin, du sang, même pas chaud. Ton grand frère, on dirait pas, d'un sang tellement froid, pour lui là seulement, qui ne dit pas son nom, mais qui est aimé, me charge de te dire qu'il est en bonne santé et que donc, toi, Babo Sila Abou Laurent, tu dois boire du bon Yamakoudi bien glacé dans ton vin. Tu aboies trop. Croyais-tu encore dans ta danse d'ancien temps de rue Princesse, au bon vieux temps de Jackland, Gigolo, au Tiza des rues Princesse, avec ta chose qui est sauve, qui veut et qui peut, de Nadi Toutou, Babo Blodet, Bamba et Rafkat. Rétrograde d'historien. On n'est pas fatigué, hein? Arrêtez pour vous là. On est fatigué. On vous a vu dans le pays là. Merci mon éclaireur pro-vérité. Merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment de ce que vous avez dit. En tout cas, notre candidat est en bonne santé. Notre candidat il a une vie bien rangée. Et notre candidat est un homme potent. On n'a rien à lui reprocher. Les autres, on ne sait pas. Hein. Mais les poussées de marée, en tout cas, les conséquences sont sur eux là-bas. Ses articulations lui font mal. Sa tête même ne travaille plus. Lui-même là, pour qu'il vienne parler là même là, quand il finit de parler, il dit, hein? Il ne sait même pas de quoi il a parlé. Nous là, ça, il ne nous intéresse pas. Chère maman, merci beaucoup. Nous, on a dit à notre candidat. Notre candidat dit que lui là, on ne le pousse pas pour le démarrer. Il se porte bien. Nous là, ceux qui cherchaient candidat là, nous voilà candidat maintenant qui est là. Pays là, allez brûler maintenant. On va brûler pays là. Allez brûler pays là. C'est vous, mais on va enflammer en pleine journée. En tout cas, Draman dit que lui sera candidat. Au village, là, il faut aller dire ça, genre, que Draman dit sera candidat. Ah, on est candidat, on est candidat, on est candidat, il va faire, maman. Faut même pas t'inquiéter. J'ai vu des vidéos là, je n'ai pas bien regardé. Il paraît même que c'est déjà sorti de terre même. Voilà, donc soyons sereins. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter une excellente fin de journée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup.
Alors? Allô? Oui, bonjour, cher frère. Oui. Comment allez-vous? Bonjour, frère. Ok. So, je vais aller vite comme tu n'as pas le temps. Il n'y a pas de problème. J'aimerais simplement attirer l'attention des gens sur ce que tu as dit concernant le contrat de bail des hélicos là. So, dis à nos frères que souvent, dans un contrat, ce que les Américains appellent ici Government Contracting 101, il peut avoir chose, comment ça s'appelle, tu peux mettre un bon achat pour quelque chose et quand c'est pas disponible, le vendeur, il met dans votre contrat d'achat qui va te liste là, il va mettre à ta disposition de manière temporaire des choses à location quoi. Et quand ça sera prêt, ce que tu as commandé sera prêt, ils vont te mettre à ta disposition. Pour dire quoi que quand nos opposants vont tomber sur un truc comme ça, tout ce qui va les intéresser dans ce contrat-là, c'est le côté où le vendeur te met à ta disposition de manière temporaire des choses à louer. Et ils vont venir crier sur tous les toits qu'on a loué quelque chose. Ça me rappelle un peu le truc de chaque agent sur l'indice de développement humain, où il préfère être premier des derniers que d'être dernier des premiers. Parce que lui, son rang qu'il réclame, on n'avait même pas la moyenne. Or, maintenant, c'est vrai qu'au niveau du rang, on est un peu derrière, mais on a la moyenne. So, il faut vraiment faire attention à ces gens-là. Et c'est ce que je voulais dire. Hier, vraiment, c'était une bonne journée pour nous. Et avec le discours du président, vraiment, je pense que tout le monde est libéré. Merci un peu. Non, c'est à vous qu'on dit les remerciements. En fait, vous voyez, quand quelqu'un lit les réalités avec l'œil de la mauvaise foi, on ne peut rien faire pour sauver cette personne. Sinon, les gens qui veulent comprendre des choses, quand on explique simplement, tu comprends la réalité. Mais bon, l'essentiel, comme je l'ai dit, nous, on arrive à expliquer les choses et on met quiconque au défi de venir nous dire que c'est faux. Voilà, parce que tu seras obligé de le faire avec des arguments. Voilà, et c'est ce qui est impossible. Et donc, restons sereins et vraiment, merci encore pour ces détails. Et bien des choses à toi et à toute la famille. Merci, frère. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher Oui, mère. bonjour, mon éclaireur. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Okay. Et vous-même? Dieu merci, tout va très bien. Ah, moi, je ne parle pas beaucoup. Alassane Ouattara, c'est mon candidat. Ali Kambougo, Ado. Ali Kampaga, Ado. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui le meilleur. C'est lui, c'est lui. Je monte les escaliers en même temps. Donc, c'est tout, c'est ce que j'avais à dire. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et c'est ce que nous demandons. Vous venez ici d'apporter une touche de joie et une touche aussi vraiment pour nous. Quand on dit qu'on ne sait pas, que les EPV ne savent pas chanter, voilà encore un talent qui est en naissance. Et qui peut dire qu'on ne sait pas? Imaginez que vous et moi, nous nous mettions à chanter. Mais vous voyez que Mère Aki va pleurer. Ça, on fait chanter, hein? Oui, mais Mère Aki va pleurer. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et quelles sont les bénédictions que vous pouvez faire pour les Ivoiriens et pour le président de la Côte d'Ivoire en ce vendredi? La paix, la paix, la paix. Et que les élections se passent bien. Amen. C'est tout ce qu'on souhaite, qu'on ne tue pas nos parents. Amen. C'est tout. Et que tous les récalcitrants qui sont bêtes, les vieux, comme on dit, les vieux cons, que Dieu les assagisse. Amen. Et que les opportunistes qui viennent chercher notre argent, eh bien, ils n'ont qu'à retourner en France. Ou bien au Sénégal. Voilà. Ceux qui sont français ou au Sénégal. Mais au Sénégal, on n'a pas besoin de lui. Vraiment, merci beaucoup. On va Bonne vous laisser. Merci infiniment, chère mère. Bien des choses à vous-même et à toute la famille. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, chère mère. Et donc, je vois dans les commentaires Mère Aki qui est en train de rire. Mais un jour ici, on va faire un concours de chansons. Et on verra ici, tout le monde saura faire le choix qu'il faut. Et j'adresse tous mes respects à Mère Aki ainsi qu'à tous les moments et aussi à tous les Chao. Et nous allons aller avec la toute dernière personne qui est Mère Sali Kone. C'est avec elle que nous allons faire la conclusion du jour. Et donc nous disons merci infiniment à tous ceux qui nous ont suivis. Et surtout nous attendons
des gens qui vont venir dire que ce qu'on a dit est faux. Ça va beaucoup nous faire plaisir. Et les gens aussi vont leur demander leurs preuves pour comprendre la réalité. Et je dis merci à tous les EPV. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, cher frère. Vous m'entendez bien, j'espère? Oui, on vous entend parfaitement. Ok, bonjour à toi. Je dis, on peut être méchant comme ça. Faut dire à Maréchal que je lui dis, on peut être méchant comme ça. Non, c'est un jaloux. Nous, on est... Hein? Il est jaloux du succès, c'est un sorcier. Ah, l'éclaireur. Nous, on est dans notre coin là. Ça fait 8 ans qu'on n'a pas vu de neige. Mais la neige, je ne prends pas pour lui. Je vais dire que c'est papa Ado, c'est la neige pour nous dire que tout est blanc. Voilà. Non, ça fait 8 ans, nous, on n'a pas vu de neige chez nous. Il est venu paralyser notre ville là comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est sorcellerie. C'est sorcellerie. Mais je prends ça pour le bon côté pour dire que papa Ado a parlé fort hier. Bonjour les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Que Dieu nous garde dans ses grâces. Papa Ado, dimanche là, il a gâté le coin de bénédiction là. Papa Ado, hey Dieu. Parce que Dieu nous répond, hein. Dieu nous répond. C'est ça, Dieu nous appelle, le président est venu nous dire qu'il se passe bien et qu'il désire. Il est désiré. Ah, le côté, le mot là, désiré, là, l'éclaireur. Ça finit moi-même, quoi. Au village, nous, on a tout compris, hein. Nous, on a tout compris. C'est comme ça au village, on fait pour breaker femme. Ah, au village, là, nous, on a compris, nous, on est content là-bas au village. Parce que nous, on dit, quand il a dit, j'ai désiré de continuer là. Et nous, on dit, voilà, c'est fini. Le reste, nous, on ne comprend pas français. Donc, petit que tu as dit là, nous, ça nous suffit. Vraiment, que Dieu protège Papa Ado. Que Dieu lui donne santé, longévité. Et que Dieu le protège avec tous ceux qui sont autour de lui. Que Dieu leur donne la sagesse de pouvoir le comprendre et de vouloir faire un jour comme lui. Vraiment, Papa Ado, merci beaucoup. C'est qu'elle est sûre là, tu nous as dit que la lutte nous appartient, non? On te prouver ça, Inch'Allah. Merci l'éclaireur. Bon dimanche à tous. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège tous les EPV. Et que Dieu nous donne santé, longévité. Pour que 2025 là se passe devant tout le monde en santé, Inch'Allah. Merci l'éclaireur, je m'arrête là. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci de toujours faire confiance en la Côte d'Ivoire de la dignité. Merci au président de la République de sauver la vie de nos parents et de faire ce qu'il a dit. C'est le seul président qui n'a pas mis la honte sur ses militants. Il s'appelle Alassane Ouattara. Il est le candidat du RHDP et des Ivoiriens en 2025. C'est le candidat de la stabilité. C'est le candidat du progrès. C'est le candidat surtout qui fait du don de soi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, c'était le 10 janvier 2025. Merci à tous ceux qui continuent de nous faire confiance. À travers vous-même ici, chère mère, je salue toutes les Mao et tous ceux qui continuent de nous faire confiance. Merci à vous. Et je salue Ado 100%, puisque le Christ a dit, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, il faut tendre la joue droite. Ado 100%, même si tu es contre nous, que tu veux ramener le froid du Canada, ici aux États-Unis, Dieu fera que nous allons survivre. Ça, c'était pour signifier mes respects à Ado 100%, un frère vraiment très digne, un homme exceptionnel, comme tout le monde d'ailleurs. Et vraiment, chère mère, merci beaucoup. Que Dieu entende vos prières et que Dieu nous protège ici et qu'il nous permette de rester en santé et sous la protection de Dieu. Merci. Amen. Et excellente soirée. Merci, amen.